Bonjour à tous, nous allons découvrir aujourd'hui la possibilité de rendre une feuille Excel, que ce soit dans la partie calcul ou dans la partie graphique, plus interactive qu'elle ne l'est naturellement, notamment quand on est en présence de plusieurs réponses que l'on souhaite analyser ou dont on souhaite représenter la variation. Et pour ça, on va apprendre à créer des zones de liste déroulantes. Alors, quels vont être les points clés de cette présentation? Eh bien, c'est la petite icône que vous voyez apparaître à gauche dans le plan de la figure, à côté du graphique. Et ce menu déroulant, qu'on appelle une zone de liste déroulante, va nous permettre d'extraire d'une base de données résultant d'un plan de mélange, la réponse dont on souhaite restituer la variation sous forme, par exemple, ici d'une fonction de répartition. Et nous reprenons ici une étude de cas qui a été déjà illustrée et pour laquelle les expérimentateurs ont mesuré 4 réponses. Les éléments clés dont on va utiliser à plusieurs reprises la fonction et la fonction index qui permet d'aller rechercher de l'information dans un tableau de données. Alors, revenons rapidement sur les valeurs observées. Les expérimentateurs ont réalisé un mélange ternaire dans le cadre d'inertage de déchets en faisant de la vitrification in situ. Ils ont réalisé un certain nombre de mélanges dont vous voyez les coordonnées à l'écran et leur représentation au sein d'un diagramme ternaire. Et pour chacun de ces mélanges, eh bien, ils ont mesuré 4 réponses. Une réponse qui permet d'obtenir la température du mélange pour une viscosité de 10 centipoises. Ils ont mesuré la viscosité ensuite à une température de 1330 degrés. Et les deux dernières réponses représentent des conductivités électriques mesurées soit pour la température à laquelle on a une viscosité de 10 et soit pour la température de 1330 degrés. Et ce qu'on souhaite faire, c'est de façon la plus automatique possible représenter ici chacune des fonctions de répartition associées aux réponses. On pourrait très bien, sur le même principe, rendre la feuille de calcul interactive en lançant à partir d'un petit menu déroulant l'estimation des coefficients par l'intermédiaire de la méthode des moindres carrés. Donc ce qu'on est en train de voir là s'applique aussi bien pour des restitutions graphiques que pour des calculs. Voilà quel est l'objectif. On veut pouvoir animer de façon simple le graphe ou le nuage de points représentant la fonction de répartition par un menu déroulant qu'on appelle une zone de liste déroulante, et en sélectionnant la réponse que l'on souhaite étudier, bien, il faut que le graphique se mette à jour automatiquement. Alors, quelles sont les étapes de la démarche? 4 parties. Une première partie qui va consacrer l'onglet dans lequel vous allez mettre les réponses. C'est ce que vous voyez à l'écran. Donc il faut tabuler les valeurs observées. Il faut les tabuler de façon contiguë. Généralement, dans les problèmes de plan d'expérience en général et de plan de mélange en particulier, les lignes représentent les combinaisons expérimentales mises en œuvre, à savoir ici des mélanges, et de façon contiguë en colonne, vous avez les valeurs des réponses que vous avez observées. Alors, c'est le tableau qui sert de base de données, et il va falloir extraire de ce tableau les informations dont on a besoin pour faire des calculs ou pour faire plus généralement des graphiques. Alors, pour pouvoir extraire d'une base de données des informations, on va faire appel à une fonction et il sera très commode d'utiliser cette fonction à partir de noms, puisque nous allons solliciter l'appel à cette base de données régulièrement. On va y donner un nom. Pour donner un nom, on sélectionne la zone qui contient les valeurs numériques
associé aux réponses, et dans le ruban formule, il y a une zone de nom qu'on utilise régulièrement dans les animations Excel, et on va définir un nom pour cette plage de données, et j'ai choisi d'appeler l'ensemble des réponses sous le nom de data. Une fois que vous avez défini où était la base de données, vous allez définir sous forme d'un vecteur vertical, et ceci est important, le nom des réponses dans une colonne qui contient bien autant de lignes qu'il y a de colonnes dans le tableau de données. Donc ici, j'ai explicité ce que voulait dire T10 ou V1330. Donc je rappelle qu'il y a deux réponses qui ont trait à la viscosité, deux réponses qui ont trait à la conductivité électrique, et vous n'êtes pas limité en nombre de lignes que vous pouvez mettre dans ce vecteur. C'est ce vecteur qui va servir à alimenter le menu déroulant. Et donc naturellement, on va donner un nom à ce vecteur, toujours avec la même procédure, dans le ruban formule, après avoir sélectionné les données auxquelles on veut associer un nom, on va chercher l'accès à la définition des noms, et j'ai donné le nom en anglais de réponse à ce vecteur. Une fois que vous avez fini de nommer les valeurs numériques que l'on va analyser, une fois que vous avez fini de nommer le vecteur qui contient finalement les en-têtes des colonnes, vous allez définir une cellule que j'ai appelée index R, et je vais expliquer pourquoi, et vous allez associer un nom à cette figure, je l'ai appelé index underscore R. Index, pour se rappeler que l'on va faire appel à la fonction index pour sortir soit du tableau de données, soit du vecteur des réponses, une information, underscore R, R pour rappeler qu'on s'intéresse ici aux réponses. Alors, cette cellule va contenir, vous allez voir, automatiquement une valeur qui va correspondre au rang de la réponse sélectionnée pour l'analyse. Par exemple, si dans le menu déroulant vous choisissez d'analyser la réponse T10, eh bien dans la cellule index R, vous allez voir apparaître 1, puisqu'il s'agit de la première cellule du vecteur réponse. Si vous décidez d'analyser la conductivité électrique pour une température de 1330 degrés Celsius, eh bien vous verrez de la même façon apparaître la valeur 4 dans cette cellule. Alors, comment indiquer à Excel le numéro de la réponse que l'on souhaite étudier? Eh bien, c'est pour ça que l'on va définir un menu déroulant ou une zone de liste déroulante. Alors, bien souvent, dans l'installation par défaut d'Excel, dans les rubans, n'apparaît pas le ruban développeur qui va vous permettre de dessiner et ensuite de formater la zone de liste déroulante. Si vous ne voyez pas apparaître le ruban développeur en en-tête, vous voyez apparaître ici accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision et affichage, il faut l'installer. Pour l'installer, vous allez dans le ruban fichier. Dans le ruban fichier, vous accédez aux options. Dans les options, vous personnalisez le ruban. Et dans la personnalisation du ruban, vous cochez la case à cocher qui correspond au développeur. L'installation sera immédiate. Une fois que le développeur est installé, vous le voyez apparaître dans la liste des rubans, au milieu finalement de ce ruban, vous avez la possibilité d'insérer des contrôles de formulaire. Alors des contrôles de formulaire, c'est des outils qui vont vous permettre de piloter une feuille Excel, piloter un formulaire, piloter un graphique. Vous voyez apparaître des cases à cocher, vous voyez apparaître des boutons radio, et parmi ces icônes, je répète bien dans la partie qui s'appelle contrôle de formulaire, vous voyez apparaître une zone de liste déroulante. Vous sélectionnez cette zone de liste déroulante, votre souris va prendre bien l'allure, le profil de la croix de dessin, et vous allez dessiner dans cette feuille un rectangle horizontal. Ce rectangle horizontal va faire apparaître sur sa droite une flèche, et quand vous aurez
appris et renseigné le format de ce contrôle, eh bien, en appuyant sur la flèche, vous verrez apparaître les réponses dont vous souhaitez analyser la variation. Alors une fois que vous avez donc dessiné dans votre feuille ce menu déroulant, ou cette zone de liste déroulante, vous allez activer le format de ce contrôle, généralement en faisant un clic droit, et finalement la seule chose que vous ayez à faire, c'est de définir quelle est la plage d'entrée de ce contrôle. La plage d'entrée de ce contrôle, c'est en colonne les cellules qui contiennent les noms que vous voulez faire afficher dans le menu déroulant. Puisqu'on a donné un nom à ce vecteur, on l'a appelé response en anglais, il suffit de taper ce nom, et voyez que sous la plage d'entrée apparaît les coordonnées d'une cellule liée, et là vous avez bien fait de donner un nom, on l'a appelé index underscore R, c'est dans cette cellule qu'on veut mettre le résultat de la sélection que l'on fera dans le menu déroulant. Le fait de travailler avec des noms vous permettra de faire un copier-coller de cette zone de liste déroulante depuis la feuille où vous l'avez créée sur toutes les autres feuilles ou dans tous les espaces où vous en aurez besoin, soit dans des feuilles de calcul, soit dans des feuilles graphiques, et cet objet ne perdra pas son paramétrage en raison des noms que vous aurez associés aux plages d'entrée à la cellule liée. Alors une fois que vous avez renseigné le format de ce contrôle, eh bien vérifiez-en le bon fonctionnement. Vous voyez que si vous choisissez dans le menu déroulant d'analyser la viscosité du verre pour une température de 1330 degrés Celsius, la cellule qui est liée à ce contrôle renvoie la valeur 2, puisqu'il s'agit bien de du deuxième item, du deuxième nom, dans cette liste de réponses. Alors, à quoi va nous servir cette valeur 2 ? Bien, cette valeur 2 va tout simplement nous servir à extraire l'intégralité de la deuxième colonne de notre tableau de données. Et donc, c'est l'extraction de cette base de données que l'on va déplacer dans la feuille que j'ai appelée données et calcul. Alors, on a fini la partie 1. La partie 1, c'est celle qui consiste à mettre en forme et renseigner l'onglet qui s'appelle Réponse. Alors, on retourne maintenant, où on crée une feuille qui s'appelle Données et calcul, et dans cette feuille Données et calcul, il va falloir rapatrier la réponse que l'on souhaite analyser. Eh bien, pour rapatrier tout ou partie des valeurs contenues dans un tableau, il y a une fonction très utile dans de nombreuses applications qui s'appelle la fonction index. Alors cette fonction va vous permettre, à partir d'une matrice, d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne, d'extraire de l'information. La matrice à partir de laquelle on veut extraire des informations, c'est la matrice que l'on a appelée data. Et voyez ensuite qu'il y a deux arguments, numéro de ligne et numéro de colonne. Lorsqu'on veut extraire toutes les lignes d'un tableau, puisqu'on veut extraire les 14 mélanges qui ont été réalisés par les expérimentateurs, eh bien on tape 0. Si on avait voulu extraire une valeur, par exemple la valeur qui est sur la troisième ligne, on aurait tapé 3 en face du numéro de ligne. Et quelle est la colonne que l'on veut extraire ? Eh bien, c'est la colonne que l'on a appelée indexed R. Et comme il s'agit d'une fonction qui va renvoyer non pas une valeur, mais un ensemble de valeurs, eh bien, il s'agit d'une fonction matricielle que l'on valide à partir des touches CTRL, SHIFT et Entrée. Et donc, on a ainsi rapatrié le vecteur réponse dans la feuille de données. On va rapatrier maintenant le nom de la réponse que l'on souhaite analyser. Alors pourquoi ? Eh bien parce que le fait d'inclure le nom de cette réponse dans une cellule, voyez ici en l'occurrence la cellule G1, on pourra utiliser ce nom comme titre d'axe du graphique de la fonction de répartition pour
extraire le nom de la réponse, on utilise à nouveau la fonction index. La matrice à partir de laquelle on souhaite extraire de l'information, ben, c'est la matrice qu'on a appelée response. Que veut-on extraire? On veut extraire la valeur qui se situe sur la ligne correspondant à notre choix dans le menu déroulant, et le numéro de cette ligne, on lui a donné un nom, c'est index underscore R. Donc en l'occurrence ici, on extrairait en faisant ça le nom viscosité pour une température de 1330 degrés Celsius. Et donc voilà comment se présente votre feuille de calcul une fois que vous avez utilisé à 2 reprises la fonction index. Vous voyez apparaître à droite de la matrice d'expérience, en particulier si vous voulez faire l'estimation des coefficients du modèle par la méthode des moindres carrés. Vous voyez apparaître le vecteur des réponses dans la colonne H avec les valeurs correspondantes à la réponse que l'on souhaite analyser. Et donc, je vous invite à ce niveau-là à vérifier le fonctionnement de votre feuille de calcul en revenant sur la feuille réponse et en activant un autre choix à partir du menu déroulant. À partir du moment où ceci fonctionne, et là, un film a été dédié à la construction d'une fonction de répartition, donc je serai très bref. Bien, pour construire la fonction de répartition, on associe un rang à chacune des valeurs observées pour la réponse. On extrait de la liste des rangs le plus grand rang et on transforme à partir d'une règle de 3 dont je vous ai rappelé la formule, la valeur du rang en fréquence. Ainsi, la première viscosité mesurée, 100 décapascales seconde, eh bien, pour cette valeur, vous observez dans le jeu de données 58,33% de valeur inférieure. Et pour la dernière valeur observée, à savoir 240, cette valeur de 240 décapascales par seconde, décapascales seconde, possède le 10e rang par ordre non décroissant, ce qui fait qu'on observe 75% de valeur inférieure ou égale à elle. C'est à partir du vecteur Y et de la colonne fréquence, bien que l'on va construire un nuage de points, comme vous le voyez à l'écran. Alors ce nuage de points, on veut le rendre le plus explicite possible, en particulier renseigner quelle est la nature de la variable que l'on a rapportée sur l'axe horizontal. Et donc dans le ruban de disposition, qui permet de mettre en forme des graphiques, on va rajouter une étiquette qui est un titre d'axe. On veut rajouter un titre d'axe sur l'axe horizontal, c'est ce que vous voyez là, et lorsque Excel va vous proposer de saisir le titre de l'axe, vous allez dans la barre de formule lui indiquer que le titre de l'axe se situe dans la cellule G1. Ainsi, vous verrez automatiquement apparaître le libellé de cet axe sous la forme de viscosité à 1300 degrés. Il ne reste plus ensuite qu'à copier la zone de liste déroulante que vous avez créée dans la feuille réponse, de la coller dans la feuille graphique, puisque c'est ici qu'on veut faire des animations, et naturellement se livrer à des essais et à habiller convenablement votre graphique, de façon à ce qu'il devienne un outil de communication. Donc voilà comment on fait pour créer une zone de liste déroulante qu'on appelle généralement un menu déroulant. Et donc on vérifie le bon fonctionnement, par exemple, en allant regarder comment les valeurs de la conductivité électrique sont réparties de la plus petite à la plus grande d'entre elles. Alors, après avoir fait cette présentation à partir de support PowerPoint, on va aller sur la feuille Excel pour mettre en œuvre tout ce que nous avons raconté. Alors, dans la feuille que j'ai intitulée Réponse, vous voyez apparaître la matrice d'expérience, et face à la matrice d'expérience, vous avez tabulé les données sous forme d'un tableau de 4 colonnes, puisque nous avons 4 réponses à analyser, les valeurs étant contiguës. On donne un nom aux valeurs numériques, donc on les sélectionne, on va dans le ruban des formules pour définir un nom, et je vais associer le nom data à ces données. Ensuite, vous créez un petit peu à droite le vecteur des réponses, vous sélectionnez
les 4 cellules ici qui contiennent le nom des 4 réponses, et de la même façon, on va définir un nom. J'avais pris l'option d'utiliser des locutions anglaises aujourd'hui, et finalement, il va falloir donner un nom à la dernière cellule de la feuille réponse. On va l'appeler index. Pour mémoriser que l'on utilise la fonction index, R, parce que ce menu déroulant va être associé aux réponses. Donc voilà comment on paramètre cette feuille. Ensuite, il va falloir dessiner ce fameux menu déroulant. Alors je vais supprimer celui qui était sur la feuille pour en recréer un autre. J'installe, si ce n'est pas le cas, dans le ruban qui s'appelle développeur. Voilà, c'est immédiat. Dans le développeur, je vais insérer un contrôle de formulaire. Ne confondez pas les contrôles de formulaire avec les contrôles ActiveX. Vous dessinez avec la souris un rectangle, vous pourrez modifier sa dimension ultérieurement, et vous allez paramétrer ce rectangle. Donc en fait, vous allez associer un format à ce rectangle. En faisant un clic droit, j'ouvre à l'instant ce qu'on appelle un menu contextuel. Dans ce menu contextuel, je m'en vais définir le format de ma sélection, et dans le format de sélection, je renseigne la plage d'entrée avec le nom que j'ai donné au vecteur des réponses et la cellule liée avec le nom que j'ai associé à cette cellule liée. Ceci, je le rappelle, est très important si vous voulez ne pas perdre le format du contrôle lorsque vous allez le déplacer d'une feuille ou d'un endroit à un autre avec un copier-coller. À partir du moment où vous avez renseigné, vous désélectionnez votre cellule, vous appuyez sur le petit menu déroulant, et si vous décidez d'analyser la viscosité à 1330 degrés, eh bien, vous voyez que la cellule index a été remplie automatiquement par la valeur 2. Si vous voulez analyser la réponse T10, vous obtiendrez la valeur 1. Et si vous voulez analyser la conductivité électrique pour cette température T10, vous obtiendrez la valeur 3. Et donc, on va utiliser maintenant ces informations pour extraire les valeurs de la réponse et le nom de la réponse que l'on souhaite analyser dans la feuille données et calcul. Alors, dans la feuille données et calcul, j'ai reporté les coordonnées des mélanges face auxquelles je m'en vais extraire la valeur de la réponse qui m'intéresse. Lorsque je veux extraire l'ensemble des réponses, je sélectionne la zone de résultat. Ça, c'est un principe d'Excel. Lorsque vous voulez mettre en œuvre une fonction, vous commencez par sélectionner la cellule ou les cellules qui vont contenir le résultat de l'application de la dite fonction. On va ensuite, dans le ruban formule, on va insérer une fonction, et dans toutes les fonctions, en tapant la lettre I, on va accéder très rapidement à la fonction index, dont on nous dit qu'elle renvoie une valeur qui se situe à l'intersection d'une ligne et d'une colonne dans une plage de données. On va extraire cette valeur à partir d'une matrice de numéro de ligne et de numéro de colonne. Donc on choisit la première des deux options. La matrice, c'est la matrice qui s'appelle data. Le numéro de ligne, puisque vous voulez extraire toutes les lignes d'un coup, vous tapez 0. Et le numéro de la colonne, le numéro de la colonne correspond au choix que vous avez réalisé avec le menu déroulant, qui était recopié dans la cellule index underscore R. Et comme le résultat n'est pas un scalaire, c'est-à-dire une seule valeur, mais est un vecteur ou une matrice, un ensemble de valeurs, eh bien il faut valider avec les touches CTRL, SHIFT et Entrée, et je vous invite à regarder ce qui va se passer lors de la validation dans la barre de formule. Donc j'appuie sur CTRL, SHIFT et Entrée, et donc j'ai rapatrié l'ensemble des valeurs. Ces valeurs
proviennent finalement d'une fonction matricielle, et la mise en œuvre de la fonction matricielle a été validée à partir des touches CTRL-SHIFT-Entrée, et donc on a créé automatiquement des accolades bien autour de votre formule dans la barre de formule. Donc ça y est, nous avons dans la feuille données et calcul le vecteur des réponses. Vecteur des réponses, classiquement, et vous l'avez constaté à plusieurs reprises, pour l'utiliser, je l'appelle Y, ce qui m'a permis automatiquement, on va revenir, de calculer le rang avec ce que nous avions expliqué dans un film dédié aux fonctions de répartition et transformer ce rang en fréquence. Dernière opération à faire, c'est extraire le nom de la réponse que l'on souhaite analyser de façon à rendre le graphique très interactif, en particulier en mettant à jour le titre de l'axe horizontal. Bien, ici encore, je m'en vais utiliser la fonction index, alors elle se situe désormais dans les dernières fonctions utilisées. Je m'en vais extraire le nom de la fonction du vecteur qui s'appelle réponse. Et le numéro de ligne que je veux extraire, c'est celui qui correspond au choix que j'ai fait, à savoir index, indice R. Et donc ici, je veux extraire la conductivité électrique pour la température T10. Pour vérifier que cela fonctionne, je vais dans la feuille des réponses, je vais choisir par exemple la viscosité à 1330 degrés, et dans ma feuille de calcul, naturellement, la feuille de calcul s'est mise à jour, la fonction de répartition a été également mise à jour. Alors, comment maintenant représenter la fonction de répartition? On sélectionne les valeurs de l'axe horizontal. Comme on fait une sélection multiple, on appuie sur CTRL, on sélectionne les valeurs de la fréquence ou de la probabilité qui va définir l'axe vertical. Dans le ruban insertion et dans la zone graphique, on vient chercher tout simplement un nuage XY qu'on voit apparaître à l'écran. Maintenant, ce nuage de points, j'aimerais que sur l'axe horizontal apparaisse le nom de la réponse. Bien, pour que le nom de la réponse apparaisse sur l'axe horizontal, dans le ruban disposition et dans les étiquettes, je vais proposer à Excel de rajouter un titre pour l'axe horizontal en dessous de l'axe, et tout simplement dans la barre de formule, je vais écrire égal G1 de façon à indiquer à Excel que le titre de l'axe est indiqué dans la cellule G1. En validant sur Entrée, vous voyez apparaître le titre en question. Pour vérifier que cela fonctionne, dans la feuille des réponses, je vais choisir la réponse T10 et voyez que immédiatement mon graphique s'est mis à jour. Alors, il reste un petit peu d'habillage à faire. La dernière chose à faire avant de terminer, c'est de rapporter sur le graphique ou dans la zone graphique le menu déroulant. Alors pour ça, je vous invite toujours à déplacer le graphique sur une feuille spécifique. Voilà. Et c'est sur cette feuille spécifique que vous allez coller le menu déroulant et en vérifier le bon fonctionnement. Vous repartez dans la feuille des réponses, vous copiez votre zone de liste déroulante, copiez toujours les zones de liste à partir de leur source, du premier endroit où vous les avez créées. Vous allez dans la feuille de graphique et là vous faites un collage tout simple et en modifiant votre choix dans la zone de liste déroulante, eh bien, vous avez ainsi animé votre fonction de répartition. Bien évidemment, je vous invite à transformer le type de graphique que vous propose Excel par défaut pour avoir un graphique plus sympathique à communiquer lorsque vous avez à analyser la variation de vos réponses. Voilà, vous voyez ici que ce graphique se met automatiquement à jour en fonction du choix de la réponse. Bien, ainsi s'achève la présentation
de la création d'une zone de liste déroulante ou d'un menu déroulant. Et cette méthode, vous pouvez l'utiliser, vous le voyez bien, aussi bien pour faire des graphiques que dans des feuilles de calcul. Imaginez que vous soyez en train d'estimer les coefficients d'un modèle sous sa forme canonique de degré 2 par exemple. Eh bien, plutôt que de faire autant de classeurs Excel qu'il y a de réponses, vous faites un seul classeur Excel pour faire des calculs et à partir d'une zone de liste déroulante, vous allez voir apparaître le vecteur des coefficients, le vecteur des résidus et pourquoi pas la qualité descriptive et prédictive de votre modèle. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite à mettre en œuvre, à titre d'exercice, la construction d'une zone de liste déroulante. Merci encore et à bientôt dans une autre séquence de mise en œuvre du logiciel Excel.